bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous allez être reçu par le Premier ministre demain. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous avez quelque chose à lui dire à ce Premier ministre ? Oui, d'abord, je vais lui remettre notre contre-budget, nos propositions pour réduire les dépenses publiques en France. Parce qu'on est dans un débat un peu ahurissant. On entend le développement d'une forme de foire à la saucisse de l'impôt. Chacun a des idées nouvelles, en oubliant que la France est le pays où l'on paie le plus d'impôts au monde. Chaque année, la France gagne la Coupe du Monde des impôts. Et on a comme seul débat, alors qu'il y a des déficits publics de 180 milliards d'euros, qu'on dépense plus que ce que l'on gagne, la seule idée, c'est d'augmenter encore plus les impôts. C'est délirant. Donc on va, et je vais donner au Premier ministre notre plan de réduction de 100 milliards de la dépense publique, 20 milliards notamment sur l'immigration. Personne ne parle du coût de l'immigration. Diminution sur le train de vie de l'État. Ces agences, ces centaines d'agences qui ne servent à rien, sauf à produire des normes. Diminution sur les aides à certaines énergies renouvelables qui sont totalement inutiles. L'Allemagne vient d'ailleurs de diminuer considérablement ses aides. La Cour des comptes vient de dire que le coût de l'inaction était bien supérieur au coût de l'action en matière de climat. C'est une vision très idéologique, très idéologique. On voit bien qu'il y a des aides qui sont totalement inopportunes. La Cour des comptes, c'est idéologique. Qui profitent... La Cour des comptes n'est pas indépendante, c'est idéologique. Elle est dirigée par un ancien ministre socialiste, donc ça donne une petite tendance, comme d'ailleurs la plupart des grandes institutions aujourd'hui, ce qui pose un vrai débat démocratique. Bien. Ça sera répété aux fonctionnaires de la Cour des comptes. Je crois qu'ils le savent. Qui apprécieront beaucoup le débat, c'est vrai, se focalise sur la baisse des dépenses, mais aussi sur une certaine augmentation de la fiscalité pour les très riches. Beaucoup, même à droite, y consentent désormais, pas vous ? Écoutez, je redis, la priorité, elle est à la baisse de la dépense publique. On dépense trop, on dépense mal. Plus on dépense, moins nos services publics fonctionnent, moins ce que les Français la priorité, mais faut-il, doivent ne attendre. serait-ce que pour que tout le monde consente à l'impôt, faut-il accepter que certains, très privilégiés, participent à la réduction des déficits ? Mais tout cela peut se regarder, mais quand j'entends... Tout cela peut se regarder. Quand j'entends ces délires où l'on veut taxer l'outil de travail, où on serait le seul pays au monde à taxer l'outil de travail, alors qu'on a une économie qui est fragile, on a plus de chômage qu'ailleurs, on a des niveaux de salaire, et c'est ça le vrai problème, on a des niveaux de salaire pour les classes moyennes qui sont extrêmement faibles, trop faibles. Le salaire net est trop faible, parce qu'on paye sur le salaire brut, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié, trop de charges. On a d'ailleurs, au niveau de l'UDR, porté un plan pour augmenter les salaires de 10% en supprimant la CSG. Tout cela gagé par les économies que j'évoquais tout à l'heure et que je pourrais vous lister, parce que c'est ça la priorité. Faisons des économies avant de faire les poches des Français et des entreprises françaises. C'est votre priorité, mais il se trouve qu'il y a une assemblée qui a été élue ni par vous ni par moi, mais par les Français, donc qui est représentative de ce que veulent les Français. Et il n'y a pas de majorité actuellement à l'Assemblée pour voter ce que vous proposez. Vous qui êtes un homme d'ordre... C'est pour ça qu'il faut de nouvelles élections. Alors voilà. Parce que ces élections législatives l'année dernière, elles ont été biaisées par cette supercherie du Front républicain. Où on a vu... Personne n'a forcé les électeurs à voter. Pour nous empêcher de gagner avec Jordan Bardella, alors que la coalition que nous avions formée au premier tour, et qui était inédite, et j'ai voulu cette alliance entre les Républicains à l'époque que je présidais et le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, c'était inédit. On nous a empêchés de gagner, mais malgré... On nous a rien empêché du tout. Il y a trois coalitions. Les électeurs ont choisi. Il y a trois coalitions. Personne ne force les électeurs à voter. Une a fait 11,5 millions de voix. C'est la nôtre. Celle des Patriotes. Celle de la gauche a fait 9 millions de voix. Celle de M. Macron, associé à LR, a fait moins de 7 millions. Pardon. Et c'est celle qui a fait 7 millions qui, depuis un an, gouverne. C'est là où il y a une forme de contradiction majeure. Donc la solution... C'est la dissolution. C'est l'élection, en tout cas. Quand il y a problème, l'élection est toujours une solution. L'élection, y compris une élection présidentielle ? Bien sûr. Il y a deux solutions aujourd'hui. Mais vous êtes un gaulliste, les institutions disent que le président a été élu pour 5 ans. Vous croyez que le général de Gaulle serait resté dans cette situation, justement ? Vous pensez qu'il serait resté ? Il est parti alors qu'il avait perdu
un référendum d'un point. Sur lequel il s'était engagé. Un point. M. Macron a perdu 3 élections consécutives. Les législatives de 2022, les élections européennes, les législatives de 2024. Il n'est pas gaulliste, n'est pas le général de Gaulle qui veut. Mais à tout le moins, il a une arme, c'est la dissolution. Nous demandons une clarification. Aujourd'hui, on est dans un magma. On ne peut pas en sortir parce qu'il y a cette coalition qui, quelque part, pour garder des postes, des places, des ministères, s'est maintenue au pouvoir au second tour. Mais aujourd'hui, rien ne rapproche LR et LFI. Et je dis d'ailleurs à mes amis de LR qu'il faut qu'ils nous rejoignent dans cette union, qu'ils sautent du Titanic macroniste, parce qu'on ne peut être responsable quand on garde un équipage qui nous emmène droit dans l'iceberg. Une question de politique internationale, enfin de votre réaction à une affaire de politique internationale. Israël a commencé son attaque terrestre sur Gazaville, condamnée par la France, condamnée par l'Europe. Est-ce que, comme les États-Unis, vous assurez Israël d'un soutien inconditionnel ? Moi, je comprends la position d'Israël pour assurer sa sécurité et sa survie. Face à Israël, il y a un groupe terroriste qui a pris en otage la population palestinienne, le Hamas, qui aujourd'hui détient encore des otages, qui a commis un crime de guerre le 7 octobre terrifiant, en assassinant des enfants, en violant des femmes. Eh bien, Israël garantit sa sécurité. Et puis, Israël garantit aussi quelque part, au-delà de ce qui se passe à Gaza, une forme de sécurité du monde. Moi, j'ai approuvé, contrairement à M. Macron, l'intervention en Iran. Parce que le fait que l'Iran, des mollahs, dispose de l'arme nucléaire, c'était tout sauf la sécurité du monde. Mais donc, la Commission des droits de l'homme de l'ONU dit pour la première fois qu'un génocide est en train, qu'il n'y a plus de risque de génocide, mais qu'un génocide est en train de se produire à Gaza et que c'est le gouvernement israélien qui en est responsable. Est-ce que la fin, l'objectif, éliminer le Hamas, objectif justifié, est-ce que la fin justifie les moyens ? Moi, je souhaite que ce conflit s'arrête. Il y a une forme simple pour qu'il s'arrête, c'est que le Hamas rende les armes, quitte la Palestine et libère les otages. Voilà. Pour le reste, Israël se défend, assure sa sécurité et les positions de l'ONU, on connaît là aussi la partialité qui les guide.